L'investiture du président Félix-Antoine Tshisekedi, c'est déjà pour ce samedi 20 janvier en présence des 18 chefs d'État et de plusieurs délégations venues de partout dans le monde. C'est donc parti pour un second mandat de 5 ans, mais qui a concrètement contribué à la réélection du président Félix-Antoine Tshisekedi, mais également à sa victoire? Eh bien, pour répondre à cette question, je reçois le professeur Melchad Taou Atiani, secrétaire général adjoint, chargé de l'administration et des finances du Rassemblement congolais pour la démocratie, Kisangani, mouvement de libération, ainsi que vice-président du regroupement politique Alliance des mouvements pour la solidarité et le changement, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour et merci. Merci d'avoir répondu surtout à notre invitation. On est là pour servir la nation. Alors, avant l'entrée en matière, je voudrais d'abord avoir votre lecture des faits. On a connu les élections le 20 décembre, ça s'est passé comme ça s'est passé. Les conditions n'ont pas été réunies selon l'opposition congolaise qui a dénoncé justement un certain nombre d'irrégularités. Quelle est votre lecture des faits sur la manière dont ces élections se sont déroulées? De prime abord, il faut dire que la CENI n'a pas eu le temps matériel d'organiser de bonnes élections. On doit être clair, étant donné que le comité Kadima a pris ses fonctions en retard. Il y avait, je pense, un retard de 2 ans déjà. Et qu'à cela ne tienne, ils ont eu à faire ce qu'ils ont eu à faire. L'œuvre humaine étant perfectible, on aurait souhaité qu'ils fassent mieux que ça. Mais malheureusement, ils ont déçu plus d'un. Et est-ce que vous adhérez à ce que l'opposition est en train d'avancer comme déclaration en disant que ces élections ne se sont pas bien déroulées? Les élections ne se sont pas bien déroulées, oui, partiellement, oui. Mais ailleurs, ça s'est bien déroulé. Si vous prenez par exemple le cas du Nord Kivu, à quelques exceptions près, les élections se sont bien déroulées. La preuve, au Nord Kivu, vous ne verrez presque aucun candidat avoir été éliminé pour avoir triché. Vérifiez sur les 82, d'abord chez nous, à l'AMSC, il n'y a aucun candidat, ni le président, coordonnateur, son Excellence Antipas Moutanyamouissi, ni tous les candidats à MSC, personne n'a triché, personne n'a été déclaré comme éliminé pour avoir bourré les urnes ou triché, parce que nous, on respecte l'éthique et tout. Et l'opposition qui a justement déploré un certain nombre d'irrégularités, par exemple, les élections ont commencé dans certains bureaux de vote en retard. On a même déploré le fait qu'on est allé jusqu'au-delà de la date du 20. Est-ce normal tout ça? Non, ce n'est pas normal. J'ai commencé par dire dès l'entame que la CENI n'a pas eu le temps matériel pour organiser de bonnes élections, étant donné qu'elle a pris ses fonctions en retard. Et tout ça, c'est un peu la précipitation qui a entraîné tous ces ratés. Parce que la CENI aurait eu le temps matériel, elle aurait déployé les matériels à temps. Et le gouvernement aussi aurait apprêté tous les moyens nécessaires pour que la CENI fasse correctement son travail. Mais malheureusement, elle commence en retard, les moyens ne suivent presque pas, et c'est la précipitation qui entraîne tout ce retard. Est-ce qu'après tous les cycles, les différents cycles électoraux qu'on a connus dans le pays, est-ce que on avait droit à l'erreur cette fois-ci? Parce que les précédents cycles devraient nous servir de leçon. Logiquement, on devait améliorer. La CENI devait faire mieux que Nanga. Kadima devait faire mieux que Nanga. Mais fort malheureusement, il y a eu ce qu'il y a eu. Nous espérons que la justice va continuer à faire son travail de sorte à sévir les tricheurs pour que lors des prochaines échéances, pareille bêtise ne se répète plus. Comment vous réagissez à l'invalidation de certains candidats par la CENI? Une première dans le pays, justement. Voilà, c'est pourquoi je dis... Est-ce que c'est un bel acte dont la CENI a fait preuve? Coup de chapeau à la CENI. Parce qu'il fallait le faire, absolument. Même si... Vous pensez que ça a contribué à crédibiliser en quelque sorte les processus? Oui, même s'il y a un petit souci, ça, on doit se le dire. Quel est ce souci? Le souci, c'est le fait qu'au niveau de la députation nationale,
on a invalidé certains candidats pour avoir triché. Moi, j'aurais souhaité que Kadima nous dresse encore une liste de députés, de candidats députés provinciaux ayant triché. Mais cette liste traîne et j'ai la nette impression qu'elle ne tombera jamais. Voilà. Donc vous pensez qu'au-delà des invalidés dont les noms sont déjà connus, il y en a d'autres qui méritent aussi d'être invalidés? Au-delà de ça, je dis plutôt... C'est au regard du nombre d'irrégularités enregistrées. Même au-delà de ça, je dis, là c'était les élections législatives nationales. Nationales, oui. Et donc, ça s'est passé le même jour avec les élections législatives provinciales. Oui. Donc, logiquement, s'il y en a eu qui ont triché pour les législatives nationales, il doit y en avoir aussi qui ont triché pour les législatives provinciales. Et on aurait souhaité que Nanga nous produise et que Kadima nous produise cette liste-là aussi. Ça devrait précéder même la publication des résultats. Précéder absolument. Parce qu'on attend encore la publication des résultats qui n'a pas encore eu lieu. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on parle de la part, de la contribution, je l'ai annoncé, du regroupement politique Alliance des mouvements pour la solidarité et le changement, chapeauté par le ministre d'État en charge de l'intégration régionale. J'ai cité ici Antipas Moussa Niamouissi. Vous avez été sur le terrain pendant la campagne. Elle a duré 1 mois. Quelle a été concrètement la part de Moussa Niamouissi pour la réélection du président Félix-Antoine Tshisekedi? Il convient ici de noter que M. Moussa Niamouissi, honorable Moussa Niamouissi actuellement, parce qu'il a été élu dans la circonscription électorale de Butembo, a mouillé le maillot pour la victoire ou la réélection du chef de l'État. Comme on peut bien le voir sur les images d'ailleurs. Voilà. Oui. De prime abord, M. Moussa Niamouissi, bien qu'étant de l'Est, il a commencé par la campagne du chef de l'État à l'Ouest. Il est allé à Mwanda pour lancer la campagne du chef de l'État. Il a fait Mwanda, il a fait Boma, Matadi, Tchela, et puis Kimpese, ainsi de suite, avec le chef de l'État. Là, c'est pour le compte et dans le cadre de notre plateforme électorale. Notre plateforme électorale qui est le cartel AAAP. La AAP a accompagné le chef de l'État là-bas et partout ailleurs. Et pour couronner le travail abattu par Moussa Niamouissi, il était nommé coordonnateur de la campagne du chef de l'État au Nord Kivu. Rassurez-vous que un score de 92% depuis que les élections ont commencé à la République démocratique du Congo, au Nord Kivu, aucun candidat n'a déjà eu ça. Aucun. Mais sous le leadership de Moussa, sous la coordination de Moussa, bien sûr avec d'autres, au Nord Kivu, le chef de l'État a eu 92% de voix au Nord Kivu. Un record. Un record, jamais battu, et qui ne sera plus jamais battu. Oui, allez-y, continue. Et alors, donc de ce fait, Moussa a battu campagne pour le chef de l'État dans toutes les circonscriptions du Nord Kivu, Butembo, Lubero, Beni, Beni Territoire, Beniville, Beni Territoire, partout, Nirangongo, Goma, il est passé partout. Avec quel discours? Parce qu'on dit au Nord Kivu, justement, on sait que c'est pas facile de pouvoir convaincre. Voici le miracle. De pouvoir convaincre les gens à voter pour le pouvoir. Quand la population reçoit le chef de l'État, aussitôt élu, le chef de l'État avait promis à la population de mettre fin à la guerre, à l'insécurité, au massacre. Mais malheureusement, il y a eu des contraintes telles que ça n'a pas été total. Mais qu'à cela ne tienne, la population a compris les efforts du chef de l'État. Il y a eu des avancées très significatives sur le plan sécuritaire, notamment avec la mutualisation des forces UPDF et FARDC, et dont l'artisan est connu. C'est bien l'honorable Moussa Niamouissi. Il a fait ce travail, et aujourd'hui, si vous allez au Grand Nord, on va vous dire, en tout cas, nos amis ougandais qui sont là font du très bon boulot. Et de ce fait, il y a un brin d'espoir qui naît dans le chef de la population. Et la population s'est dit non, préservons les acquis. Et donc, votons pour Tshisekedi parce qu'il nous garantit, il nous rassure. Maintenant que ces choses faites, maintenant qu'il est élu et même confirmé par la Cour constitutionnelle, vous êtes satisfait? Nous sommes satisfaits et nous attendons l'ascenseur.
La population du Nord Kivu attend l'ascenseur. C'est-à-dire des résultats découlant de son deuxième mandat. Des résultats. Et puis que ceux qui ont mouillé les maillots se retrouvent. Et au regard de la classe politique actuelle, hein, je parle du pouvoir, j'aimerais que vous puissiez quand même faire une lecture là-dessus. Qui peut être le prochain Premier ministre de la RDC selon vous? Vous savez que le chef de l'État, il y a 2 ans, déplorait le fait que si les choses ne marchaient pas, qu'il y avait un problème de coordination de l'action gouvernementale. Donc il faut un bon coordonnateur, un bon Premier ministre. Et de ce fait, il faudrait que ce soit quelqu'un d'intègre, consommable, aussi bien par les Congolais que par la communauté internationale. Vous savez que le Congo est au centre de plusieurs enjeux sous-régionaux, régionaux et internationaux. Et donc, si le Premier ministre n'est pas crédible, il n'a pas une bonne moralité, le Congo ne se développera jamais. Et de ce fait, j'en profite pour dire ici au chef de l'État, le Nord Kivu, sur le plan du poids électoral, le Nord Kivu vient après Kinshasa. Kinshasa étant mégapole, c'est la capitale, nous pouvons déclasser Kinshasa. Donc c'est le Nord Kivu qui est la province ayant le plus lourd poids politique, poids électoral, avec 48 députés. De ce fait, cette province mérite bien d'occuper une place de choix. Il convient ici de souligner que le Nord Kivu n'a jamais dirigé une institution au niveau national. Le Nord Kivu n'a jamais eu de Premier ministre. Le Nord Kivu n'a jamais eu de président de l'Assemblée nationale. Le Nord Kivu n'a jamais eu de président du Sénat. Et donc vous souhaitez que cette fois-ci les choses changent? Ah oui, que le Premier ministre soit issu du Nord Kivu. Ce ne serait que justice, pour 2 principales raisons. 1, si le Premier ministre est du Nord Kivu, et surtout le profil, que ce soit quelqu'un qui maîtrise ou qui connaît les enjeux de la région, de la sous-région. Parce qu'il ne suffit pas qu'il soit du Nord Kivu, il faut qu'il y ait un profil qui tient la route, il faut qu'il soit compétent. Oui. Voilà, donc il y a des exigences qui rentrent en ligne de compte. Oui. Aujourd'hui, s'il y a des soucis sur le plan des finances publiques, s'il y a des soucis sur le plan du développement du pays, au-delà de tous les efforts que le chef de l'État est en train de consentir, que nous saluons du reste, c'est parce qu'il y a insécurité dans l'est de la RDC. Et la sécurité est en train de consommer beaucoup d'argent. Vous voyez, on alloue 10% du budget pour la sécurité. La guerre coûte très cher. L'effort de guerre. L'effort de guerre. Il faut acheter tout ça. Alors que si jamais on mettait fin à l'insécurité à l'Est, cet argent-là servirait à autre chose. Et donc, quelqu'un qui a la maîtrise des questions sécuritaires, quelqu'un qui connaît la région, la sous-région, peut bien faire l'affaire. Je ne cite le nom des personnes, faites la lecture entre les lignes. Bon, ça entre dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. C'est à lui de pouvoir décider qui doit occuper la primature. Au-delà de ça, Christian, allez-y rapidement. Il faut retenir que si le Nord Kivu a un Premier ministre, ça aura été justice parce que le chef de l'État aura essuyé les larmes de cette population meurtrie. Parce que le chef de l'État aura rendu l'ascenseur à ceux qui lui ont fait 92% de voix. Ce ne serait que justice. Alors, le président de la République qui a été réélu pour un second mandat va pouvoir faire face à plusieurs défis qui vont pouvoir se pointer devant lui. Quels sont, selon vous, le vrai problème auquel il faut apporter des solutions dans notre pays? On sait que la misère demeure, on sait que la problématique de l'eau et de l'électricité se pose toujours avec acuité. Quels sont les vrais défis que le président est appelé à relever cette fois-ci? Le chef de l'État doit faire du social des Congolais son cheval de bataille pour son second mandat. Le social. Parce que tout ça, l'électricité, c'est le social. Les salaires, tout ça, c'est le social. Il doit se pencher aussi sur l'aspect sécuritaire, particulièrement à l'Est. C'est bien
aujourd'hui que des jeunes gens s'enrôlent au sein des FARDC. On est en train de renouveler aussi notre armée. Il faut l'équiper davantage. Il faudrait que les conditions de travail des militaires soient assez passables. Il faudrait aussi que les enseignants se retrouvent, le salaire, une bonne redistribution du revenu national, oui, au niveau de toutes les couches. Bien, oui. Et la population telle qu'elle est là est censée de l'accompagner aussi. Parce que si nous n'accompagnons pas le chef de l'État, nous-mêmes serons en train de scier la branche d'arbre sur laquelle nous sommes assis. On parle de la consolidation des acquis. Quels ont été ces acquis, justement? Vous avez la gratuité, ou nous avons la gratuité de l'enseignement. Par exemple, dans le domaine de l'intégration régionale. Dans le domaine de l'intégration régionale, merci bien parce que vous me posez cette question. Le ministre Moussa Niamoussi, aussitôt aux affaires, il a fait beaucoup de choses. Rapidement. La RDC avait beaucoup de soucis, notamment par rapport aux cotisations dans les différentes CR, les communautés économiques régionales. SADC, CAC, tout ce que vous voulez là. On avait beaucoup de soucis. Mais quand il est arrivé, il a essayé d'harmoniser avec toutes les CR. Deuxièmement, vous savez que depuis le 2 janvier, l'Ouganda a supprimé les visas. C'est-à-dire tout Congolais qui va en Ouganda ne paye pas le visa. Le visa, c'était $50. Mais vous ne payez pas. Et tout ça, c'est grâce au ministre Moussa Niamoussi. Nous avons organisé la 8e session de la grande commission mixte RDC-Ouganda au mois de novembre passé. Et entre autres résolutions, il y avait cela. C'est grâce à lui. Vous allez au niveau de la sécurité. Il était dans tous les sommets pour rechercher la paix dans l'est de la RDC. À Arusha, partout où il fallait qu'il se présente pour négocier. Là, c'est dans le domaine de l'intégration régionale, mais oui, en général, ouais, s'il faut faire une analyse générale, quelles sont les grandes réalisations qu'il faut mettre à l'actif du président de la République? Le chef de l'État, je parlais tantôt de la gratuité de l'enseignement. Oui. Mais il faut consolider cela parce qu'il faut aller, maintenant c'était au primaire, il faut aller au secondaire. Une gratuité qui a fait l'objet des polémiques, hein? Exactement. Parce que ça a été à la base ça a été à la base des grèves par-ci par-là, etc. Oui, et par la suite ça a évolué. Donc c'est positif. Vous savez que beaucoup de fonctionnaires ont été mécanisés. Beaucoup de fonctionnaires. Et coup de chapeau au VPM Liao, beaucoup de fonctionnaires ont été mécanisés. C'est-à-dire que chacun y a apporté quelque chose. Vous voyez, il y a des infrastructures, ça et là. Nous sommes à Kinshasa, par exemple. On a construit des routes secondaires. Même s'il y a un problème, il se pose un problème d'embouteillage, mais il y a eu quand même des routes secondaires pour désengorger les artères principales. Ça, c'est positif aussi. Et c'est à l'actif du chef de l'État. Est-ce que vous pensez que... Moi, je suis professeur à l'UPN. Allez à l'UPN. Est-ce que vous pensez c'est que l'UPN est devenu aujourd'hui? Oui, pensez-vous que le slogan « Le peuple d'abord », prôné par le pouvoir en place, est-ce que le slogan « Le peuple d'abord », 5 ans après, a-t-il été ressenti dans la vie des Congolais? Ce peuple d'abord. Exactement. Vérifiez toutes les fois que le peuple, quand il y a tollé, le chef de l'État réagit. Quand il y a clameur publique, le chef de l'État réagit. Entre-temps, il y a des choses qui ne marchent pas. Ah oui? Aujourd'hui, on parle de la dépréciation monétaire, on parle de l'eau, la pénurie d'eau à Mbuji-Mayi, par exemple. Vous savez que... les routes ne sont pas en bon état. Le chef de l'État a hérité d'une situation catastrophique. Ce pays était là où il était, quand il est arrivé aux affaires. Si vous parlez de la desserte en eau, de la desserte en électricité, ce sont des indicateurs du développement durable. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant là. Le chef de l'État a essayé de faire ce qu'il a fait. Il y a Lemba Imbu, il y a une usine. Il y a, j'ai appris à Kinsuka là-bas aussi, il y a une autre usine. Tout ça, c'est pour essayer d'aider la population. Et n'oubliez pas, le Kinshasa d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier. Kinshasa est autour de 15-20 millions d'habitants. De quoi vous parlez alors que la ville, ouais, la ville est impropre? Parlons par exemple de l'assainissement. La ville est impropre. Ah oui. En quoi est-ce que Kinshasa d'aujourd'hui est différente de celle d'hier? En quoi? N'oublions pas que nous sommes en décentralisation. Kinshasa a un gouverneur. C'est le gouverneur qui est le petit président
de Kinshasa. Nous avons autant de provinces, autant de gouverneurs. Les entités territoriales décentralisées gèrent en toute autonomie. Donc l'insalubrité, ce n'est pas l'affaire du chef, mais c'est l'affaire du gouverneur de Kinshasa. Donc vous remettez en cause, en quelque sorte, si je vous comprends bien, la gestion de la ville par le gouverneur. Est-ce que ça, il faut mettre des lunettes pour le confirmer? Qu'est-ce qui marche ici à Kinshasa? Les routes ou quand il pleut? Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Des pirogues sur Itaga quand il pleut. Et c'est ça, gérer une ville. Alors, professeur, on est en train de terminer. Professeur Melchad Taouatiani, je voudrais avoir quand même votre mot par rapport à la cérémonie de prestation de serment. Je sais que nous savons que le regroupement Alliance des mouvements se prépare déjà à cet événement. Est-ce que demain, on va retrouver au Stade des Martyrs les militants de votre regroupement? Nous sommes en train d'y travailler. Et là, d'ailleurs, il y a une réunion qui m'attend. Tous les présidents du regroupement seront là. Nous nous préparons et nous lançons l'appel à tous les militants et cadres de l'Alliance, donc tous les partis membres de l'Alliance. Je vous ai parlé ici de notre plateforme électorale et politique qui s'appelle AAP, donc cartel AAP. Vous n'êtes pas de l'Union sacrée? Nous ne sommes pas de l'Union sacrée. Nous avons notre cartel à nous, nous avons accompagné le chef de l'État, nous l'avons soutenu, nous avons battu réellement et véritablement campagne pour le chef de l'État, contrairement aux autres. L'AAP, le cartel AAP a vraiment battu campagne pour le chef de l'État. Là-dedans, nous avons 5 regroupements. Nous avons AAP, nous avons AMSC, nous avons AN, nous avons A2R et nous avons FP. Et donc, tous les regroupements membres du cartel, nous demandons à tous leurs militants et cadres d'être nombreux là. Et nous, en tant que RCD-KML, tous nos militants sont déjà mobilisés et cadres. Vous nous verrez, vous nous trouverez très nombreux là-bas. En tout cas, nous sommes en train de voir s'il ne faut pas aller au-delà de 50 000 membres à mobiliser. Même si nous attendons que le protocole détermine notre quota. Alors, voilà qui met fin à cette émission. Je rappelle que j'ai reçu le professeur Melchad Taouatiani, il est secrétaire général adjoint chargé de l'administration et des finances du parti politique Rassemblement Congolais pour la démocratie Kisangani, mouvement de libération, mais également vice-président du regroupement Alliance des mouvements pour la solidarité et le changement, chapeauté par le ministre d'État Moussa Nyamwisi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci bien. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout dans le monde. Voilà qui met fin à cette émission. Restez fidèles au programme de Télé 50.